Ses frères et sœurs l'ont chassé de la maison. Après la mort de sa mère, ignorant qu'elle lui avait légué tous les biens, Ea se tenait devant le portail de la maison familiale, trempée de la tête aux pieds par une pluie battante. Ses mains tremblaient, une petite clé rouillée à la main, seul lien avec la maison où elle avait grandi. Ses vêtements étaient trempés, son cartable était lourd sur son dos et elle avait le cœur brisé. Elle venait de rentrer de l'école et se précipitait chez elle après avoir appris la terrible nouvelle. Sa mère, Mama Ebel, était décédée subitement des suites d'une courte maladie. Le visage d'Ea était baigné de larmes. Ses yeux étaient rouges et sa poitrine lui faisait mal à force d'avoir pleuré tout le chemin du retour. Elle s'attendait à des câlins. Elle s'attendait à du réconfort. Elle s'attendait à tomber dans les bras de ses frères et sœurs et à pleurer avec eux. Mais au lieu de cela, alors qu'elle frappait et appelait, la porte ne s'ouvrit pas avec amour. La porte s'ouvrit brusquement sous le coup de la colère. Séfu, son frère aîné, se tenait là, le regard froid. Halima, sa sœur aînée, jeta un coup d'œil derrière lui avec un sourire narquois. Avant qu'Ea puisse dire un mot, Séfu la pointa du doigt et dit « Tu es parti. Tu as filé à l'école. Tu n'as pas pris soin de maman quand elle était malade. Cette maison n'est plus la tienne. » Ea resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à y croire. Ses mains tremblaient de plus belle tandis qu'elle essayait d'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Halima ajouta avec un haussement d'épaule, « Tu nous as laissé souffrir pendant que tu appréciais tes livres. Ne crois pas que tu pourras revenir maintenant et faire comme si tu étais à ta place. » Puis, sans prévenir, ils lui claquèrent la porte au nez. La clé rouillée dans la main d'Ea, autrefois la clé du cœur de sa mère, de son enfance, de sa sécurité, ne fonctionnait plus. Elle ne pouvait plus ouvrir la porte. Cela ne pouvait ouvrir leur cœur. Elle se tenait là, sous la pluie, confuse, transie de froid et le cœur brisé. Elle ne comprenait pas comment l'amour avait pu se transformer en haine si vite. Quelques jours auparavant, elle avait téléphoné à sa mère. Mama Ebali lui avait dit combien elle était fière d'elle et lui avait demandé de rester concentrée sur ses études. Maintenant, elle était partie, et les seules personnes qui lui restaient l'avaient chassée comme une étrangère. Ea ne savait où aller. Ses chaussures étaient pleines d'eau boueuse, et le poids de la mort de sa mère, mêlé au choc du rejet, lui faisait trembler les genoux. Pourtant, elle se tenait droite, clignant des yeux pour retenir de nouvelles larmes. Elle n'était pas prête à se battre. Elle n'en avait pas la force. Mais au fond d'elle-même, quelque chose le lui disait. Ce n'était pas la fin de son histoire. Un jour, il regretterait ce qu'il venait de faire. Un jour, la même porte qui s'était fermée sur elle s'ouvrirait à nouveau. Mais cette fois, ce ne serait pas elle qui supplierait pour entrer. Ea était toujours la plus discrète de la famille. Elle ne criait pas. Elle ne discutait pas. Elle restait calme et écoutait plus qu'elle ne parlait. Ses frères et sœurs, Séfu et Halima, la voyaient toujours comme la petite fille qui se plongeait dans les livres. Ils se moquaient d'elle en disant « Tu ne sais pas ce qu'est la vraie vie. Tu ne connais que les trucs de l'école. » Pour eux, Ea n'était qu'une rat de bibliothèque qui restait loin de chez elle et n'aidait pas la famille. Mais ils avaient tort. Ils ignoraient la vérité. Pendant qu'ils couraient après la gloire, bavardaient au village ou se pavanaient dans des vêtements de luxe, Ea faisait autre chose. Elle tissait un lien profond avec Mama Ebel. Chaque jour de fête, quand Ea rentrait de l'école, elle passait ses soirées à discuter avec sa mère. Elle s'asseyait dans la petite cuisine, sirotant du thé chaud, tandis que Mama racontait des anecdotes sur sa vie. Des histoires qu'elle ne racontait jamais à Séfu ni à Halima. Parfois, Mama sortait ses vieux journaux intimes et laissait Ea les lire. À l'intérieur, il y avait ses rêves, ses regrets, ses souhaits secrets. Ea lisait chaque mot avec attention. Elle posait des questions. Elle écoutait avec son cœur. Elle voyait sa mère non seulement comme une mère, mais comme un être humain à part entière, avec ses souffrances, ses joies et ses peurs. Mama Ebel le voyait aussi. Elle savait qu'Ea la comprenait comme personne d'autre. Ea ne voulait ni argent ni terre.
Elle ne voulait pas être considérée comme l'enfant la plus importante. Elle voulait juste passer du temps avec maman. Et maman le lui donna. Et remarqua les petits détails. Comme la façon dont maman lui frottait le dos quand elle était fatiguée. Ou la façon dont elle pliait toujours les coins des papiers importants. Elle voyait comme maman avait l'air triste quand Seyfu lui criait dessus. Ou comment Halima ne venait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Ea ne dit rien. Mais elle se souvenait de tout. Ses frères et sœurs ne voyaient rien. Ils étaient trop occupés à penser qu'ils méritaient tout parce qu'ils étaient restés à la maison. Mais être proche par la distance ne signifie pas être proche par le cœur. Mama Ebel le savait. C'est pourquoi, durant ces dernières semaines, elle a parlé à Ea à voix basse au téléphone. Lui demandant de rester forte. De se souvenir de ce qui comptait. Alors que Seyfu et Halima pensaient qu'Ea ne savait rien, elle en savait en réalité plus que quiconque. Pas seulement sur l'école. Mais aussi sur leur mère. Leur famille. Et à quoi ressemblait vraiment l'amour. Elle connaissait les chansons préférées de maman. Ses prières préférées. Et même là où elle cachait ses documents les plus importants. Ea était silencieuse, oui. Mais le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Il est synonyme de force et de patience. Et au fond d'elle-même, Ea savait qu'un jour viendrait où son silence parlerait plus fort que n'importe quelle parole. Et quand ce jour viendrait, toute la famille l'entendrait. Seyfu se tenait au milieu du salon, le torse bombé comme un roi. Je suis l'aîné maintenant. Je suis le chef de cette maison, dit-il d'une voix forte, en regardant Halima pour obtenir son soutien. Elle hocha la tête sans dire grand-chose. Seyfu aimait le pouvoir. Et maintenant que Mama Ebel était partie, il considérait la maison comme la sienne. Il ne perdit pas de temps. Le jour même, il entra dans la chambre de Mama et prit tous ses bijoux. Des boucles d'oreilles en or, des colliers de perles, et même son alliance. Il les a mis dans un sac et a dit, « Je les vendrai demain. On a besoin d'argent. » Personne ne l'a arrêté. Ensuite, il se dirigea vers la chambre d'Ea. « Vide tout, dit-il à Halima. Vends ses livres. Jetez son matelas. Elle ne reviendra pas ici. » Il avait l'air froid, comme si Ea était un étranger. Il n'a même pas prononcé son nom. Il a juste agi comme si elle avait disparu à jamais. Halima la suivit. Elle baissa le rideau. Elle rangea les quelques vêtements qu'Ea avait laissés derrière elle dans des cartons. Et jeta ses cahiers. Seyfu est allé plus loin. Il a pris les photos d'enfance d'Ea et les a brûlées dans le jardin. Une à une, les images se réduisirent en cendres. Son premier jour d'école. Son sourire d'anniversaire aux côtés de maman. Tout a disparu. Ils l'ont effacé de la maison. Comme si elle n'avait jamais compté. Comme si elle n'avait jamais fait partie de la famille. Personne ne l'a pleuré. Elle ne manquait à personne. Ils ont agi comme si elle n'avait aucun droit. Seyfu a ri avec quelques amis, affirmant qu'il louerait la maison à de riches voyageurs de la ville. On va vraiment gagner de l'argent maintenant, se vantait-il. Mais il ne le savait pas. Ce que personne ne savait, c'est que Mama Ebali avait fait quelque chose de très important, 2 jours seulement avant sa mort. 48 heures avant son dernier souffle, maman s'était rendue chez le notaire du village. Les mains tremblantes et la voix ferme. Elle portait son plus beau pagne et prenait une enveloppe scellée. Dans cette enveloppe se trouvait son dernier souhait. Sa vérité. Son cœur. Et sa décision quant à savoir qui méritait vraiment tout ce pourquoi elle avait travaillé. Elle n'en a rien dit à Seyfu. Elle n'en a rien dit à Halima. Mais elle a laissé des instructions pour que l'enveloppe soit ouverte un mois après son enterrement. Devant tous ses enfants. Cette lettre était sa voix d'outre-tombe. Sa façon de parler quand elle ne pouvait plus être entendue. Alors que Seyfu et Halima célébraient, convaincus d'avoir gagné, ils ignoraient qu'une tempête allait arriver. Une vérité si forte qu'elle ébranlerait les murs qu'ils pensaient posséder.
Et dans cette vérité, la fille qu'ils avaient abandonnée allait renaître. Avec puissance. Preuve. Et la paix que maman lui avait laissée. Dans une pièce calme et poussiéreuse, au fond du bureau du notaire du village, quelque chose de très important était posé sur une étagère en bois. C'était une enveloppe. Soigneusement enveloppée dans le pagne préféré de Mama et Bali. Ce pagne jaune vif à fleurs rouges qu'elle portait toujours pour les occasions spéciales. Personne n'y a touché. Le notaire. Un vieil homme aux cheveux gris et au regard bienveillant. Je l'avais gardé précieusement. Depuis que maman me l'avait apporté. Sur l'extérieur de l'enveloppe. Maman avait écrit en lettres grasses et tremblantes, à ouvrir un mois après mon enterrement. Seulement en présence de tous mes enfants. C'était clair. Personne ne pouvait l'ouvrir trop tôt. Personne ne pouvait le lire seul. Il fallait attendre le bon jour et le bon moment. Maman était venue chez le notaire 2 jours seulement avant son décès. Elle paraissait faible, mais déterminée. Elle avait dit, il faut ouvrir ça après mon départ, devant YK, Sefu et Halima. Promets-le-moi. Le notaire hocha la tête et scella l'enveloppe avec de la cire et un timbre. Il ne posa pas de questions. Il voyait dans ses yeux que c'était sérieux. Pendant un mois entier, l'enveloppe attendit en silence. Dehors, le calme régnait. Sefu était occupé à vendre les affaires de maman. Halima décorait la maison et parlait de louer des chambres. Et YK, elle, habitait chez Baba Cole. Elle travaillait tranquillement et écrivait dans son journal chaque soir. Elle ne parlait pas beaucoup, mais savait que la lettre l'attendait. Au bout de 30 jours, le notaire envoya des messages. Venez au bureau. Il est temps d'ouvrir la dernière lettre de Mama et Belle. Au début, Sefu et Halima ne voulaient pas y aller. À quoi bon, demanda Sefu. Nous habitons déjà la maison. Mais les anciens du village ont insisté. C'était sa dernière volonté. Ils ont dit, tu dois l'honorer. Alors ils sont venus. Un peu agacés. Un peu curieux. YK arriva aussi. Discrètement et à l'heure. Les 3 enfants s'assirent devant le notaire tandis qu'il sortait l'enveloppe. Toujours enveloppée dans ce beau pagne. Il l'ouvrit lentement. Avec précaution. Comme ouvrir un coffre au trésor. À l'intérieur de l'enveloppe, il n'y avait pas qu'une seule chose. Mais plusieurs. Un testament manuscrit. Une lettre personnelle de maman. Et une confession. La pièce devint silencieuse. Même Sefu cessa de taper du pied. Le notaire commença à lire. La voix de maman emplissait la pièce. Non pas de son, mais de mots venus du cœur. Ce qu'elle avait écrit allait bientôt tout changer. La maison. Le pouvoir. La vérité. Un secret était sur le point d'être révélé. Une vérité qui briserait leur famille avant de les réunir. Et YK, celle qu'il tentait d'effacer, était au cœur de tout cela. YK n'avait plus de foyer où retourner. Mais elle n'était pas brisée. Après que ses frères et sœurs l'ont chassée, elle arpentait seule les rues du village, avec pour seul bagage un petit sac contenant ses livres et ses vêtements. Le ciel était sombre. Et les gens murmuraient en la voyant passer. Mais elle ne pleurait pas. Elle continua simplement à marcher, espérant que quelqu'un se souviendrait de son cœur, pas de sa situation. Elle se retrouva chez Baba Cole, son ancien professeur d'école primaire. Il était assis sur sa chaise en bois. Il lisait sous l'arbre quand il la vit. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis s'adoucirent d'inquiétude. YK. Que fais-tu ici, mon enfant, demanda-t-il doucement. Elle baissa la tête. Maman est partie. Et mes frères et sœurs ont dit que je n'avais plus ma place à la maison. Sans un mot de plus. Baba Cole se leva et ouvrit son portail. Tu resteras ici, dit-il fermement. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est à toi. Il lui montra un petit espace dans un coin de son hangar.
Il y avait un tapis, une vieille couverture et une fenêtre qui laissaient entrer la lumière du soleil pendant la journée. Ce n'était pas la maison. Mais c'était en sécurité. Le lendemain matin, YK s'est réveillée tôt et est allée à l'école la plus proche. Elle a demandé à la directrice si elle pouvait aider au ménage ou donner des cours particuliers. La directrice, se souvenant de l'intelligence et du respect d'YK, l'autorisait à aider les enseignants. En échange, il lui donnait à manger et à boire. Tandis que ses frères et sœurs portaient des vêtements dorés et voyant à la cérémonie de commémoration de Mama, YK arriva vêtue d'une robe simple. Elle se tenait silencieusement au fond, observant. Ses frères et sœurs ne la saluèrent pas. Ils la regardaient comme si elle n'existait pas. Mais les villageois remarquèrent sa présence. Certains murmurèrent, « C'est la vraie fille que maman aimait. » Tandis que d'autres hochaient la tête devant la fierté de Sefu et Halima. Chaque soir, après avoir travaillé et aidé à l'école, YK s'asseyait par terre dans son petit cabanon et écrivait dans son journal. Elle y racontait ses souvenirs avec maman. La douleur qu'elle ressentait. Et son espoir pour l'avenir. Elle n'avait pas l'intention de se venger. Elle ne maudissait pas ses frères et sœurs. Elle attendait, sachant quelque chose qu'eux ignoraient. La lettre chez le notaire allait bientôt parler. Même sans le sou, YK a témoigné du respect. Même ignorée, elle restait forte et sereine. Sans abri, certes, mais pas désespérée. Son cœur était encore chaleureux. Son esprit était encore rempli de rêves. Et au fond d'elle, elle croyait que la vérité finissait toujours par trouver son chemin. Il lui suffisait d'attendre le bon moment pour se lever. Exactement 30 jours après l'enterrement de Mama Ebli, la cloche du village sonna bruyamment ce matin-là. Les gens savaient que cela signifiait quelque chose d'important. Le chef du village avait convoqué une réunion à la mairie. Seuls les enfants de maman étaient invités. Le notaire était venu de la ville, tenant fermement une enveloppe marron à la main. Il était temps d'ouvrir la dernière lettre de maman, celle enveloppée dans son pagne préféré. Sifu et Halima arrivèrent les premiers, tous deux vêtus de couleurs vives et marchant comme s'ils étaient les maîtres du village. Sefu rit et dit, « C'est une perte de temps. Nous savons déjà ce que maman a laissé derrière elle. » Halima hocha la tête, tenant son sac à main et mâchant bruyamment du chewing-gum. Ils ne jetèrent même pas un regard à YK lorsqu'elle entra discrètement, vêtue d'une simple robe bleue et tenant un petit carnet. Tout le monde s'assit. L'air était lourd, et même les oiseaux dehors semblaient silencieux. Le notaire ouvrit l'enveloppe avec précaution. Il sortit la lettre et s'éclaircit la gorge. Puis, d'une voix calme, il commença, « Moi, Ebli Adesuwa, étant saint d'esprit, j'écris ceci comme mes dernières volontés. » Sefu leva les yeux au ciel, mais les yeux d'YK restèrent fixés sur le notaire. Elle retenait son souffle. La lettre continuait, « Je veux remercier mes enfants, mais je dois dire la vérité. Tous les enfants ne sont pas pareils. Certains aiment le spectacle, d'autres le silence. » Le notaire marqua une pause et les regarda tous les trois. La lettre continua. « Je lègue ma maison, mon terrain et toutes mes économies à ma plus jeune fille, YK. » La pièce se figea. Halima haleta. « Quoi ?» Sefu se leva. « C'est une blague, non ?» Mais le notaire montra la signature, le sceau et les deux témoins aînés qui hochèrent lentement la tête. Les documents étaient authentiques, légaux, définitifs. Maman avait écrit clairement, « Seul YK me voyait, pas ce que je possédais. Elle m'écoutait quand je pleurais la nuit. Elle se souciait de moi quand j'étais faible. Elle n'a jamais rien demandé, et pourtant elle m'a tout donné. Son temps, son cœur, son respect. » YK ne souriait pas. Elle ne pleura pas. Elle ferma simplement les yeux et murmura doucement, « Merci, maman. » Sefu sortit en trombe, criant qu'il contesterait l'acte devant le tribunal. Halima baissa les yeux, silencieuse pour la première fois. Les villageois murmurèrent. Ils se souvenaient comment YK avait pris soin de Mama quand personne ne regardait. La réunion s'est terminée dans le calme.
YA est sorti sans rien dans les mains, mais avec tout dans le cœur. Sa mère avait parlé, non pas avec colère, mais avec vérité. Et la vérité finit toujours par s'exprimer, même après la mort. La salle était encore sous le choc. Après que le notaire eut fini de lire le testament de Mama Ebli, Sefu se leva, les yeux brillants. Il cria, « Ce doit être un faux. Maman n'aurait jamais tout donné à YA. Elle n'habitait même pas ici. » Sa voix résonna dans le hall, mais personne ne bougea. Le notaire déposa calmement les papiers sur la table et déclara, « C'est légal. » Signé et tamponné devant deux aînés et la meilleure amie de maman. C'était son dernier mot. Les anciens du village hochèrent lentement la tête. L'amie la plus proche de Mama, Mama Titi, s'avança, les larmes aux yeux. « J'étais là, dit-elle. Ta mère a demandé la paix dans ces derniers instants. Elle a dit qu'un seul enfant avait vraiment perçu sa douleur. Cet enfant était YA. » Halima s'assit en silence, confuse et honteuse. Elle regarda YA, qui n'avait pas dit un mot depuis la lecture du testament. Tout le monde la fixait, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Allait-elle pleurer? Répondre à leurs cris? Rire de ses frères et sœurs qui avaient tout perdu? Mais YA se leva doucement. Sa voix était douce mais forte. « Je ne supplierai pas d'entrer dans ce qui m'appartient déjà, dit-elle. » Ses paroles étaient calmes, mais d'une grande force. Elle regarda Sefu, puis Halima. « Je ne suis pas là pour te combattre. Je ne suis pas là pour te faire souffrir. Je reviendrai demain. Non pas avec amertume, mais avec les ouvriers et les enseignants. » Les gens la regardaient, surpris. Que voulait-elle dire? « Je veux réparer la maison, » expliqua-t-elle. « Je veux en faire quelque chose dont maman serait fière. Un lieu où les filles peuvent apprendre. Un lieu où les femmes peuvent s'épanouir. Maman m'a donné la maison, mais je veux la rendre au village. » Sa voix était pleine de détermination. Pas de fierté. Elle ne voulait ni vengeance ni pouvoir. Elle voulait construire quelque chose de meilleur à partir de la douleur. Sefu ricana et sortit furieux, poussant une chaise. Mais personne ne le suivit. Les villageois commencèrent à murmurer, et beaucoup hochèrent la tête avec respect envers YA. Ils voyaient bien qu'elle n'était plus seulement une fille tranquille. C'était une personne visionnaire. Quelqu'un qui portait le cœur de sa mère. YA sortit lentement du hall. Le soleil se couchait et une brise chaude caressait son visage. Elle n'avait ni or ni beaux vêtements comme sa sœur, mais elle possédait quelque chose qu'ils avaient perdu depuis longtemps. Dignité. Et sur ces mots, YA commença à rentrer chez elle. Non pas pour se battre pour une maison, mais pour construire un avenir. YA se tenait devant la vieille maison, désormais repeinte et lumineuse, avec des fleurs qui s'épanouissaient devant le portail. Les fenêtres cassées étaient réparées. Le toit ne fuyait plus. À l'intérieur, les rires et la musique douce emplissaient l'air. Ce n'était plus seulement la maison de Mama Ebli. C'était devenu quelque chose de plus grand. Un lieu d'espoir. Elle n'a pas chassé ses frères et sœurs comme beaucoup l'avaient prévu. Au contraire, leur a-t-elle dit, vous pouvez rester si vous contribuez à construire quelque chose de meilleur. Mais si votre cœur est encore rempli d'avidité, vous ne vous sentirez pas chez vous ici. Sefu ne dit pas un mot. La honte était trop lourde pour lui. Une nuit, il fit discrètement ses bagages et disparut du village. Personne ne savait où il était allé. Halima, quant à elle, resta. Un après-midi, Halima se promenait dans la nouvelle bibliothèque, à l'intérieur de la maison. Son regard s'arrêta sur un grand portrait de Mama Ebli, souriante dans son vieux peignoir. Le tableau était accroché au-dessus d'une étagère remplie de livres pour filles. Des livres sur le courage, la guérison et la force. Des larmes coulaient sur les joues d'Halima. Elle toucha doucement la photo et murmura, « Je suis désolée, maman. Je ne comprenais pas YA avait transformé chaque pièce en un lieu significatif.
La cuisine était devenue un espace où les veuves cuisinaient et vendaient de la nourriture pour subvenir à leurs besoins. Le salon s'est transformé en salle de classe où les jeunes filles apprenaient à lire et à écrire. Dans le jardin, on cultivait des légumes frais pour la communauté. Les villageois, qui considéraient autrefois Y.A. comme la fille oubliée, l'accueillaient désormais avec un profond respect. Elles vinrent la consulter pour obtenir des conseils. Elles amenèrent leurs enfants au centre. Sur l'entrée du bâtiment, en lettres dorées, on pouvait lire « Mama Ebli, la maison de la sagesse des femmes ». Y.A. ne voulait pas d'applaudissements. Elle n'avait pas besoin de récompense. Sa joie venait des petites choses. Voir une jeune fille lire son premier livre. Observer une veuve sourire en faisant du pain. Entendre des rires dans la même maison où elle se tenait autrefois sous la pluie, enfermée dehors. Un jour, une vieille femme du village vint la voir et lui dit « Ta mère serait si fière. Tu as accompli ce que même sans riche n'aurait pas pu faire. Tu as donné un cœur à cet endroit. » Y.A. sourit doucement. « Maman m'a appris en silence, » répondit-elle. « J'ai juste écouté. » Désormais, chaque recoin de la maison racontait une histoire. Non pas de douleur, mais de guérison. Non pas de combat, mais de croissance. La maison qu'il avait autrefois rejetée portait désormais fièrement son nom. Non seulement comme un bâtiment, mais comme un héritage. Y.A. n'était pas rentrée comme ça. Elle a entraîné tout le village avec elle. Quand on demandait à Y.A. pourquoi elle ne repoussait pas ses frères et sœurs comme il l'avait fait avec elle, elle souriait gentiment et répondait « Maman ne m'a jamais appris à être comme eux. » Ces mots étaient profondément chargés de sens. Même si Sifu et Halima l'avaient profondément blessée, elle choisit une autre voie. Elle refusa de s'accrocher à la colère ou à la haine, car elle savait que cela ne ferait qu'alourdir son cœur. Au lieu de cela, Y.A. construisit un lieu où les blessures pourraient guérir. La maison n'était plus seulement faite de briques et de murs. C'était un foyer empli de bonté et d'espoir. Elle a invité sa sœur Halima à revenir et lui a confié un rôle particulier, enseigner la couture aux jeunes femmes de la communauté. Halima fut d'abord surprise, mais elle accepta l'opportunité de réparer les dégâts et d'aider d'autres personnes à acquérir une compétence qui leur permettrait de subvenir aux besoins de leur famille. Pour Sifu, c'était une autre histoire. Après avoir quitté le village, honteux et ruiné, il revint des mois plus tard, silencieux et plein de regrets. Il avait tout perdu à cause de son orgueil et de sa dureté. Y.A. ne l'a pas rejeté. Au lieu de cela, elle lui a donné un travail d'aide aux réparations du centre communautaire. Il ne fut pas facile pour Sifu d'accepter l'aide de sa sœur qui l'avait poussé sous la pluie, mais avec le temps, il commença à changer. Y.A. compris que pardonner ne signifiait pas oublier toute la douleur qu'il lui avait causée. Elle ne prétendit jamais que cela ne lui faisait pas mal, mais elle savait aussi que le pardon ne concernait pas les autres. Il s'agissait de se libérer des chaînes de l'amertume. S'accrocher à la colère ne ferait que la piéger dans le passé. Pardonner lui a apporté la paix et lui a permis d'aller de l'avant. Les villageois observaient Y.A. avec attention. Ils voyaient une femme forte mais douce, capable de se tenir droite sans rabaisser les autres. Beaucoup disaient que son cœur était plus grand que la douleur qu'elle avait endurée. Y.A. croyait que la vraie force venait de l'amour, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, une jeune fille lui demanda « Pourquoi leur as-tu pardonné après tout ce qu'ils ont fait ?» Y.A. la regarda avec bienveillance et répondit « Parce que je préfère la liberté à la haine, et maman m'a montré la voie. » L'histoire d'Y.A. se répandit au-delà du village. Partout dans le monde, on voulait apprendre de son exemple que, parfois, la miséricorde est la plus grande force. Elle ne rend pas faible, elle libère. Par son pardon, Y.A. a montré que même lorsque l'on nous blesse, nous pouvons choisir de guérir. Elle enseignait que la miséricorde ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais qu'il faut refuser de laisser la douleur dominer sa vie. Finalement, le cœur d'Y.A. n'était pas brisé. Il était ouvert. Assez ouvert pour accueillir ceux qui étaient désolés. Assez fort pour construire un nouvel avenir. Et assez sage pour comprendre que l'amour, même après une blessure,
est le véritable chemin vers la victoire. Les années ont passé et le petit village a changé à bien des égards. Mais une chose est restée inchangée, l'histoire d'YK est belle. La maison qui appartenait autrefois à sa famille est devenue bien plus qu'un foyer. Elle est devenue un lieu d'espoir. Un lieu où les rêves pouvaient grandir. Sur le mur extérieur de la maison, une plaque brillante était apposée. On pouvait y lire « YK Bell Community Trust ». Construit sur le silence, la force et la vérité. Cette plaque n'était pas seulement un signe, c'était le symbole de tout ce qu'YK avait accompli et défendu. Des habitants de villes lointaines entendaient parler du travail remarquable accompli dans le village. Ils arrivaient en bus et en voiture, curieux de voir comment une jeune fille, autrefois chassée et abandonnée sous la pluie, avait transformé la douleur en pouvoir. Les visiteurs ont parcouru le centre communautaire, voyant des enfants apprendre, des femmes coudre et des familles se renforcer. Ils ont écouté des récits sur le courage et la gentillesse d'YK. Des récits qui ont inspiré tous ceux qui les ont entendus. Beaucoup demandaient à YK comment elle avait réussi à construire un havre de paix si fort malgré les chagrins qu'elle avait vécus. Comment était-elle passée du rejet de sa propre famille à l'héroïsme de son village? À chaque question, YK souriait doucement et répondait, « Parce que je n'étais jamais vide, j'attendais juste de m'élever. » Ces mots touchaient le cœur. Les gens ont vu qu'YK n'était pas brisée par la tempête qu'elle affrontait. Au contraire, elle s'en est servie pour s'élever. Elle n'a jamais abandonné, même lorsque le chemin était difficile et solitaire. Elle est restée silencieuse et forte, telle une graine enfouie profondément dans la terre, attendant le bon moment pour éclore. L'histoire d'YK est devenue une lumière pour beaucoup de personnes en difficulté. Elle leur a montré que, même si les choses semblent sombres, personne n'est vraiment vide intérieurement. Chacun possède une force qui n'attend que de grandir, un feu prêt à s'embraser. La vie d'YK était la preuve que même les moments les plus difficiles peuvent apporter de grandes victoires si l'on s'accroche et que l'on y croit. Le village se souvenait d'elle non seulement pour ce qu'elle avait construit, mais aussi pour la manière dont elle l'avait construit. Avec patience, amour et vérité, le centre communautaire n'était pas seulement fait de briques et de bois. C'était un lieu de guérison et d'espoir. C'était un lieu où les enfants apprenaient bien plus que lire et écrire. Ils apprenaient la gentillesse, le courage et le pardon.